Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui pose question à beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants, que j'ai déjà traité dans d'autres vidéos, mais que je vais à nouveau traiter sous un jour nouveau. La question qui se pose est la suivante. Devons-nous être exigeants avec les enfants en général, avec les élèves en particulier? Alors j'entends régulièrement des personnes, parfois même des chefs d'établissement qui disent qu'à notre époque, on ne peut plus demander, par exemple, d'apprendre quelque chose par cœur à des élèves. Qu'on ne peut plus leur demander, par exemple, de se lever pour réciter quelque chose parce qu'on risque de les traumatiser, voire de les choquer. Et cela m'inquiète parce que, tel que je suis de toute façon, je persiste, et à l'âge que j'ai, je persiste à penser que l'on doit faire de son mieux et que l'on doit être exigeant avec les élèves, car ne pas être exigeant avec les élèves, ce serait d'un côté ne pas leur demander leur maximum pour qu'ils exploitent au mieux leur potentiel d'un côté, et ce serait sciemment accepter de ne pas bien faire son travail. Donc je fais partie des résistants qui considèrent que l'on doit envers et contre tout continuer à demander aux élèves le maximum de ce qu'ils peuvent donner et non pas leur demander quelque chose qu'ils ne peuvent pas donner. Alors je vais prendre comme exemple un exemple qui m'est vraiment très cher parce que cela fait partie des exemples que l'on peut citer comme cas d'école. Je prends comme exemple le corbeau et le renard qui fait partie de la culture que nous avons depuis des générations. Depuis que Jean La Fontaine a écrit Le Corbeau et le Renard, depuis que l'on connaît les fables de La Fontaine, et les enfants apprennent les fables de La Fontaine, ils apprennent à les réciter, ils apprennent à les dire par cœur, ils apprennent à les raconter, et les différents niveaux que l'on peut avoir, qui consistent à réciter tout d'abord des mots, puis ensuite réciter des mots en mettant le ton, et puis ensuite à réciter des mots en jouant la scène dans laquelle on se trouve, et bien ces différents niveaux, on les trouve grâce à cette fable. Il y en a bien d'autres, il y a la cigale et la fourmi, toutes ces fables, ces récitations qui font partie de notre patrimoine culturel incontournable, et bien on les a eu apprises par cœur. On les a eu tous travaillés, nos parents, nos grands-parents, etc. Et nous étions capables de les apprendre par cœur, de les réciter debout devant tout le monde. Et j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, des chefs d'établissement, c'est peut-être ce qui me choque le plus, qui me disent qu'il ne faut, qu'à notre époque, on ne peut plus demander à un élève de se lever, car ce sont... Alors, il y a différents âges, on demande ça, parce que j'ai fait travailler cela aussi bien à des étudiants universitaires qu'à des lycéens et qu'à des collégiens. Donc, bien entendu, on ne va pas les aborder de la même manière, mais la finalité est la même. On demande, en fait, tout simplement à quelqu'un, on lui apprend à être capable de se lever, de garder son calme, de prendre la parole, et d'exprimer quelque chose. Et bien entendu, lorsque l'on a appris un texte par cœur, eh bien on va rendre ce texte par cœur, on n'aura pas à chercher ses mots. Il arrive un moment où lorsque la personne connaît le texte, on peut commencer à travailler en vérité. Bien, ça correspond au travail que l'on fait en 6e, lorsqu'on en apprend, on demande aux enfants normalement tout simplement de savoir le texte, et lorsque l'on s'en contente, et bien cette base sert justement de base pour apprendre à savoir s'exprimer en public. Et cette compétence, cette aptitude à prendre la parole en se contrôlant, son stress, en contrôlant l'émotion que l'on peut à tout savoir que l'on a tous à ce moment-là, et bien en plus on apprend à un enfant à la maîtriser jeune, et au plus il sera jeune à s'exprimer, à ne pas avoir peur, et donc à avoir un niveau dans les autres matières où il faut s'exprimer en français, en utilisant cet outil qui est l'art de s'exprimer devant les autres. Si on considère que nous sommes à une époque où on ne peut plus demander certaines choses aux enfants, on accepte sciemment
de ne pas demander aux enfants ce qu'ils pourraient fournir. On accepte sciemment de faire baisser un niveau, et ces enfants à qui nous ne demandons pas un maximum tout à fait accessible, puisqu'il l'était pour nous tous, générations passées, eh bien, nous les handicapons. Nous les handicapons, je dirais par facilité, parce que bien entendu, lorsqu'on fait travailler les enfants et lorsque nous leur demandons le maximum, nous risquons bien sûr de nous heurter à des parents qui parfois cherchent le moindre alibi pour revendiquer le fait que leur enfant n'a pas une bonne note, alors que l'on préférerait avoir un enfant qui a 10 de moyenne partout. En tant que je dirais, au-delà de l'enseignant, il y a le pédagogue, il y a l'éducateur, il y a la personne qui transmet une connaissance, mais qui en plus de cela transmet une compétence. Et nous sommes à une période où nous passons enfin des notes aux compétences. Et je dirais que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, eh bien, les enseignants sont des gens qui transmettent réellement des compétences. Ils ne se contentent pas d'enseigner, de lire leurs livres et de rentrer chez eux en disant j'ai fait mon travail. Ils ont le souci de transmettre un savoir-faire, un savoir-être, une véritable compétence. Et lorsqu'on leur demande de mettre des bonnes notes à des enfants parce que c'est plus pratique, eh bien on leur demande de mal faire leur travail, non seulement, mais en plus on leur demande de ne pas transmettre. Et c'est en cela qu'il faut être résistant, il faut résister, et ça je le dis aux enfants qui m'écoutent, il faut résister pour leur bien. Parce que lorsque l'on met, par exemple, en conseil de classe un blâme à un enfant, c'est pas pour le sanctionner, c'est pour tirer les sonnettes d'alarme, non pas auprès des parents, un petit peu oui certes, mais surtout auprès de l'enfant. Lorsque l'on met un blâme à un enfant, eh bien c'est pour lui dire que s'il continue comme ça, il va échouer et il va risquer de rater sa vie alors qu'il aurait pu la réussir. Et en tant qu'enseignant, quand on fait cela, on ne se contente pas simplement d'enseigner, parce qu'on pourrait considérer dans ce cas-là que cela n'est pas de notre ressort de donner un blâme à un enfant qui se comporte mal en classe. On n'a qu'à l'exclure et on continue tranquillement notre cours et on ne se soucie pas du reste. Donc, la question que je posais au départ et sur laquelle donc j'ai proposé cette réflexion était: doit-on être exigeant avec les enfants en général, avec les élèves en particulier? Eh bien, je réponds clairement que oui. Je réponds que oui, car si les enfants, lorsque nous sommes sévères avec eux, sont un petit peu attristés, gênés, dérangés par des enseignants qui sont sévères avec eux pour tirer le meilleur d'eux, et bien par la suite, lorsqu'ils ont appris, pour ce qui est du relève de mon domaine actuel en français par exemple, leur apprendre à s'exprimer, de prendre la parole, de s'exprimer dans toutes les matières pour exprimer les connaissances qu'ils ont acquises parce qu'ils ont travaillé, eh bien ces élèves-là, grâce à ce qu'on leur apprend, voient qu'ils progressent, voient qu'ils acquièrent des savoir-faire qui leur permettent d'utiliser leurs connaissances, et bien ces enfants sont contents. Alors, bien entendu, cela ne se verra pas forcément tout de suite, quoique, avec la majorité des enfants tout à fait lucides, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, on constate de manière immédiate que les enfants sont contents lorsqu'ils voient qu'ils réussissent. Et je terminerai donc avec l'exemple d'un enfant tout jeune, tout petit, parce que j'en ai rarement eu dans ma vie, mais là j'en ai actuellement, et c'est pour ça que j'en parle. J'ai fait l'expérience avec des enfants de 6e, à qui j'ai appris à se lever, calmement, prendre du recul, et non pas réciter, mais raconter une fable, en leur demandant de mettre le ton, de jouer la scène devant toute une classe, debout, en mettant non pas simplement l'intonation, mais l'émotion que doit ressentir par exemple la fourmi lorsqu'elle va demander à manger à la cigale
pardon, l'émotion de la cigale qui va demander à manger à la fourmi parce qu'elle n'a pas travaillé pendant tout l'été et qu'elle a préféré chanter, et alors qu'elle va mourir de faim si la fourmi ne lui prête pas quelques graines ou quelques vermisseaux, eh bien, cette émotion que transmettent ces enfants en jouant la scène, cette émotion, quand on la voit, on se dit qu'ils sont capables, ils sont vraiment capables. Et lorsque je vois qu'une classe entière d'élèves de 6e est capable de cela à 80%, eh bien je me dis que c'est nous qui sommes coupables de ne pas leur demander cela. Parce que quand on leur demande cela, eh bien on se rend compte immédiatement après pour d'autres choses qu'immédiatement l'acquis qu'ils ont, ils vont le réutiliser. Et j'ai fait l'expérience la semaine suivante en leur demandant de me lire quelque chose, non pas en lisant mais en leur montrant ce qu'était lire, en anticipant et en regardant l'auditoire lorsqu'on lit, en disant ce qu'on lit. Et bien les élèves de 6e dont on entend régulièrement dire qu'ils ne savent même plus lire, eh bien je peux confirmer que les élèves de 6e, quand on leur demande non seulement de lire, mais de dire ce qu'ils lisent alors qu'ils ne connaissent pas le texte, eh bien ils en sont capables. Alors vous allez me dire, bien sûr, il y a des élèves qui ne savent pas déchiffrer. Je ne parle pas de ces élèves, je parle d'une classe de 6e, standard, normal, qui sait lire tout à fait normalement. Et bien avec leur capacité, ils sont capables de donner beaucoup plus que ce qu'on leur demande si on leur demande simplement de lire un texte et que l'on constate le petit niveau qu'ils ont en lecture. Donc, je termine et je conclue avec cela. Quand on considère que des enfants ne sont pas capables de quelque chose et qu'on ne le leur demande pas, et bien sûr ils ne le donneront pas. Lorsque l'on considère que des enfants ne sont pas capables de quelque chose mais qu'on leur demande, en ne le leur demandant pas en tant que résultat à atteindre obligatoirement, mais en tant qu'objectif vers lequel ils doivent tendre, eh bien ils y tendent, ils essaient, et là ils y arrivent bizarrement beaucoup mieux qu'on pourrait se l'imaginer. Et je termine donc avec cela, avec ce point d'interrogation. Ne devrions-nous donc pas plutôt croire en eux, leur demander de faire de leur mieux, en tendant vers un idéal, qu'on ne leur demande pas d'atteindre, mais en leur demandant simplement d'y tendre, plutôt que de ne rien leur demander, que de ne pas leur demander, en considérant que de toute façon ils ne sont pas capables et que de toute façon ils n'y arriveront pas. Moi je dis et j'affirme qu'il faut croire en ces enfants, qu'il faut leur demander beaucoup, et qu'en leur demandant beaucoup sans les stresser, sans imposer un résultat, eh bien ils essaient et ils sont contents d'arriver à quelque chose à quoi ils n'auraient parfois jamais cru arriver. Et là, nous avons des enfants qui se mettent à croire en eux et qui se mettent à avoir des résultats dans les différents autres domaines totalement insoupçonnés, qui les surprennent eux en premier, et c'est là l'essentiel. Et c'est là l'essentiel. Et c'est là que tout est gagné. Je vous remercie.